vais simplement, malgré tout, commencer en disant qu'on a beaucoup focalisé les choses sur, et c'est normal pour cette maison, sur la formation des élèves avocats, des avocats d'une partie qui n'est pas minoritaire, mais qui n'est pas l'essentiel de la formation des juristes qui sont issus des facultés de droit. Je suis en poste à l'Université de Nantes, il y a 4000 étudiants, et il y a, je ne sais plus les chiffres, à peu près 130 élèves avocats qui sortent chaque année. Ça donne une idée de la proportion des juristes que nous formons. Les avocats, sans parler naturellement des magistrats ou des notaires, sont une partie de formation, une partie des professions juridiques, et c'est à l'ensemble de la formation des juristes que le premier niveau de la formation des juristes que constituent encore majoritairement aujourd'hui les facultés de droit s'adresse. Donc c'est l'ensemble de cette formation juridique c'est sur l'ensemble de cette formation juridique que je voudrais dire quelques mots. Quelques mots tout de même, donc, tout d'abord pour revenir sur l'UNJF et sur la possibilité donc d'accéder à des cours en ligne avant, après on fait ce qu'on veut, avant, pendant, après les enseignements. Il y a d'excellents cours, et notamment d'excellents cours, j'en suis certain, d'économie du droit qui arrivera bientôt, par un excellent auteur de Paris. C'est possible, je sauve, hein. Trop tard. Et il y en a donc beaucoup d'autres, bien sûr, mais qui sont très inégalement utilisés, naturellement, chacun en fait ce qu'il veut, mais je vous conseille deux usages. Le premier, c'est la mise en place de formations numériques qui concerne à peu près aujourd'hui 7 à 8 000 étudiants selon les années sur l'ensemble de la France. C'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même un volume relativement conséquent, qui utilise donc les cours que nous proposons de l'UNJF, avec du tutorat, d'accompagnement, des regroupements, une série de formes les plus diverses, mais qui permettent à des profils divers, les étudiants salariés, les étudiants handicapés parfois, les étudiants en prison aussi, assez peu heureusement, et donc surtout c'est une bonne partie du public, les étudiants en année de césure, donc pendant d'autres cursus, qui sont inscrits dans des formations juridiques avec des taux de réussite qui sont très nettement inférieurs aux taux de réussite dans les établissements d'enseignement, donc dans les facultés de droit, tout simplement parce qu'on connaît bien le taux d'abandon important des formations à distance, qui suppose un investissement plus important des apprenants, comme on les appelle, dans ce cadre-là. Premier élément donc, sur lequel je voulais insister. Deuxième élément, c'est l'utilisation pour, j'aime pas ce terme d'innovation pédagogique, on a tout de même d'innovation pédagogique, c'est-à-dire, je pense à un cas qu'on évoquait il y a quelques jours avec des collègues de Bordeaux, en histoire du droit, où les collègues obligent les étudiants avant d'aller en cours, à consulter, à travailler un chapitre du cours d'introduction historique au droit fait par des collègues toulousains. Les bordelais qui enseignent des cours toulousains, mais ça c'est une autre question. Et donc c'est directement intégré dans le cursus pédagogique des étudiants en première année de droit, ce qui est une bonne chose. Je ne pensais pas même que c'était utilisé à ce niveau. C'est utilisé ensuite, mais assez peu en première année. Ce qui permet ensuite à l'enseignant de faire cours autrement, non pas de faire de l'étude de cas par exemple, mais d'aller plus loin en s'étant déchargé d'une partie d'enseignement sur la formation numérique, et donc ça demande plus de travail aux étudiants. Et ce qui me permet de rebondir sur une question qui me paraît fondamentale, c'est que le principal obstacle à l'innovation pédagogique aujourd'hui, indépendamment de l'obstacle financier, qui est réel évidemment dans les universités, le principal obstacle, c'est les étudiants. Je veux dire par là, vous évoquiez le fait que vous n'alliez pas en cours à partir de la deuxième année, troisième année, tout à l'heure. Je n'ai pas tenu aussi longtemps que ça, quand j'étais à votre place, et je ne comprends pas que les étudiants aillent en cours aujourd'hui. Enfin, je leur dis d'ailleurs, à chaque fois, je ne comprends pas surtout qu'ils prennent les notes, chacun sur ordinateur, avec un fichier à eux, et je leur dis à chaque début de cours, mais si vous voulez vraiment prendre en note, mettez un Google Doc, ce que vous voulez, un fichier partagé, puis travaillez ensemble et vous notez au fur et à mesure. Non, il faut que chacun ait son ordinateur, mal pris naturellement, parce que personne ne sait utiliser Word, et on peut, première année, deuxième année, c'est quand même assez limite, ce qui pose le problème de la formation préalable du P2I, puisqu'il y a la formation théoriquement au niveau du brevet, mais qui est calamiteuse, enfin qui n'existe pas, plus exactement qui est calamiteuse quand elle existe. Vous allez mettre les pieds dans le plat, mais à une deuxième difficulté. Lorsque j'étais, il y a un quart de siècle, étudiant en première année de droit, un peu plus même, il y avait un taux de réussite à 17% en première année. Aujourd'hui, pas une seule université a un taux inférieur à 55%, pas une seule, et encore, c'est vraiment mauvais. C'est plutôt entre 60 et 65% en première année. Paris 2.
Ils sont dans le bas, mais parce que justement, ils ont D'accord. une pratique sélective qui est, parce que c'est une université quasi monodisciplinaire qui peut se le permettre, mais rassurez-vous, lorsqu'on a des taux qui descendent en dessous de 55% dans une université pluridisciplinaire, on est convoqué par le président. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il peut faire quelque chose, on met en place un plan de licence, quand je sais quoi, bref, un ratissage généralisé pour remettre à niveau des étudiants qui n'ont pas envie d'être là, qui ne veulent pas éventuellement même être là. Et donc, on a en face de soi un public qui va passer la première année, qu'on va retrouver en deuxième, voire en troisième année, qui va nous donner des effectifs assez considérables à traiter. Je prends note, on a 600 étudiants en deuxième année, par exemple, et qui iront sans doute jusqu'à la troisième, et qui, au bout du compte, rattacheront sans doute les wagons en fin de parcours, mais qui, je vais dire très brutalement, comblent l'ensemble d'une promotion, et qui font que l'on essaye pendant 3 ans de rattraper les lacunes de l'enseignement secondaire, alors que l'université, normalement, ne devrait pas être là pour cela, mais pour former des juristes. Il y a des exceptions, naturellement. Paris 2 en études, enfin je veux dire, les pratiques quasi sélectives d'un certain nombre d'établissements, voire sélectives, d'un certain nombre d'établissements permettent d'échapper à cela. Nous y échappons avec toute une série de choses qu'on appelle des innovations pédagogiques, mais qui sont en réalité de la sélection déguisée. Tout le monde la pratique, et c'est une très bonne chose, des parcours de culture juridique, des parcours scrupulés, d'excellence, vraiment, dans des codes de droit, etc. Tout cela, c'est très bien, mais c'est un palliatif au fait que l'immense majorité des étudiants juristes qui sortent de nos rangs et qui intègrent, y compris les écoles d'avocats, ont bénéficié d'une formation courante qui est extrêmement lacunaire. Et là, je voudrais accentuer maintenant sur ce point, je vous trouve, vous avez dit docile tout à l'heure, je ne sais plus, mais en tout cas extrêmement poli, je vais dire, à l'égard de la formation universitaire, juridique, actuelle, qui pour moi est catastrophique. Je ne dis pas que je suis professeur de droit, j'ai été doyen de faculté de droit. Je ne suis pas en train de tirer sur l'institution qui me nourrit et que j'ai essayé de nourrir et que je continue à essayer de nourrir. Je dresse simplement un constat qui est celui, à mon sens, d'une totale inadéquation entre le modèle de formation des juristes actuels et le travail des juristes à venir. Il est peut-être encore adapté au travail des juristes actuels, je dirais. Mais il est, à mon sens, on arrive à se raccrocher aux branches en quelque sorte. Après une formation juridique de 5 ans en faculté de droit, puis de 18 mois entre l'entrée et la sortie dans une école d'avocat, 18 mois à l'École nationale de la magistrature, etc. Bref, donc une partie de formation. Mais elle me paraît aujourd'hui totalement inadaptée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enseignement du droit a voulu suivre le droit. Il a voulu suivre l'hyper-technicisation, l'hyper-segmentation, l'hyper-diversification de la règle de droit. Et on est, et on sera toujours perdant sur ce terrain. C'est-à-dire que l'on a accumulé et réaccumulé des matières techniques, des enseignements techniques, dans lesquels je crois, pour le coup, que nous formons de bons techniciens du droit. Les étudiants qui sortent des facultés de droit sont de bons techniciens, globalement, en tout cas ceux qui sortent diplômés, correctement diplômés, sont de bons techniciens du droit, mais ce sont de piètres juristes, ce sont de mauvais juristes. On ne demande pas, on peut demander encore aujourd'hui à un étudiant d'être technicien du droit, de faire la bonne application de la règle de droit. Et ça c'est fini, c'est le droit c'est peut-être le droit, enfin c'est une partie encore du droit actuel, mais ça n'est pas le droit. Ça n'est plus exactement, c'est un reste de l'enseignement, de la formation des juristes et de la pratique du droit telle qu'elle existait antérieurement. Or, nous formons des juristes qui, alors, sont peut-être socialement inaptes, enfin, si je veux traduire en termes français, disons, les éléments qui ont été dits sur les aptitudes sociales des juristes, mais ils sont socialement inaptes, enfin, globalement, nos étudiants. Et tout simplement parce que nous n'avons pas, parce qu'ils n'ont pas eu forcément le capital social suffisant avant d'entrer en faculté de droit d'une part, et d'autre part que nous n'avons pas le temps pour les former ensuite à ce savoir-être, si on peut dire. Et nous n'avons pas le temps parce que nous les formons d'abord et presque exclusivement à la technique juridique. Or, cette technique juridique, je me tue à le dire à mes collègues, mais cette technique juridique, et ils le savent très bien par ailleurs, d'abord c'est extrêmement confortable pour nous parce que c'est rassurant la technique juridique, mais c'est surtout complètement périmé. C'est périmé le lendemain, c'est périmé à partir du moment où les étudiants entrent en situation professionnelle. Et donc, 2 minutes. Et ils sont donc totalement adaptés, totalement inadaptés en réalité, si on ne les recycle pas en accéléré, et globalement ils sont assez malléables, donc ils apprennent à être relativement malléables ensuite. Mais je trouve extrêmement regrettable personnellement que nous les formions pendant 5 ans à être en quelque sorte inadaptés. Alors, pour ne pas rester sur une note aussi pessimiste,
Je voudrais finir par deux choses en 2 minutes. La première, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où je crois qu'il n'y a pas un seul enseignant en faculté de droit qui n'est pas conscient de cette situation. C'est-à-dire du fait que nous sommes à l'extrême fin d'un modèle sur lequel nous avons bien vécu, sur lequel nous avons fait bien vivre plutôt un certain nombre de juristes, mais qui est aujourd'hui terminé. Et donc tout le monde est conscient qu'il faut changer, et que c'est aujourd'hui qu'il faut changer dans l'enseignement du droit à grande échelle, et pas seulement avec une petite innovation pédagogique par-ci par-là pour des étudiants privilégiés, parce que c'est ça quand même qui est en arrière. Et donc je crois que le moment est vraiment un moment favorable, et je voudrais saluer l'initiative d'Open Law ici, de lancer ce sujet maintenant, parce qu'il n'y a aucun doute que c'est maintenant qu'il se pose bien sûr pour la formation des juristes, mais maintenant qu'il se pose aussi pour la formation au sein des universités et au sein des facultés de droit, au sein de celles-ci. Si on veut, et le deuxième volet pour finir, si on veut d'un point de vue prospectif, à très court terme, donc, évoluer sur la formation des juristes, il y a 3 compétences, me semble-t-il, qui doivent être développées. La première, c'est celle que nous avons toujours pratiquée, c'est-à-dire la capacité d'un juriste à mémoriser de la matière technique. Ça, on sait faire parfaitement, il n'y a aucun problème. Les facultés de droit pourront le faire sans changer une virgule de ce qu'elles font. Il faut, malgré tout, je crois, dans le savoir-être du juriste, cet élément est important. Il est un des éléments. Pour moi, il est très secondaire, mais il est, j'allais dire, culturellement important pour la capacité du juriste. Deuxième élément, la capacité à se repérer dans le foisonnement du droit, et qui suppose, à mon sens, 2 éléments. Le premier élément, c'est la capacité à maîtriser la recherche documentaire au sens le plus large possible. Or, cette capacité à maîtriser la recherche documentaire, on l'acquiert en réalité à 2 niveaux. En première année, quand les étudiants, avant même d'entrer en cours, on les envoie en bibliothèque universitaire, accompagnés par des tuteurs du BU qui sont extrêmement dévoués, mais à un moment, ils ne savent pas ce que c'est qu'une règle de droit, et ça sert objectivement à pas grand-chose, enfin, à ce moment-là. Donc ensuite, ils vont se former sur le temps. Et à la fin, en Master 2, quand on s'aperçoit qu'ils ne savent pas vraiment consulter éventuellement les bases de données juridiques, et qu'un petit peu de rappel, voire jusqu'au début du doctorat, disons, ferait pas de mal. Pour ceux qui s'intéressent à la recherche, parce que les autres, bon, voilà, c'est le cours d'avocat, donc on ne les verra plus, donc c'est pas grave, enfin, c'est pas notre problème en quelque sorte. Et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout simplement. Sauf, marginalement, pour tel ou tel diplôme qui, par intérêt particulier de son responsable, a intégré cet aspect-là dans la foi, a réussi à négocier, obtenir quelques heures de formation, plus exactement, sur ce sujet dans sa maquette. Et je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est la compétence centrale du juriste d'aujourd'hui, d'hier déjà et d'aujourd'hui, et évidemment plus encore de demain, de rechercher cette compétence documentaire. Je dis documentaire, mais il faut évidemment ce que je veux dire, c'est pas seulement documentaire, naturellement, c'est technique au sens très large du terme, dans la recherche de la connaissance juridique à l'instant où on la lui demande. Et cela suppose, me semble-t-il, une 3e compétence. Plus exactement, c'est lié à une 3e compétence. La vraie compétence du juriste, c'est en réalité non pas de connaître la technique juridique, mais de savoir pourquoi la technique juridique existe, ce qui l'a produit, ce qui l'a fait évoluer, et ce qui va lui permettre d'anticiper l'évolution de la technique, si on peut dire, d'anticiper la norme, d'anticiper l'évolution de la norme. Autrement dit, pour moi, la vraie formation du juriste, c'est une formation d'humanisme juridique, si on peut dire, c'est-à-dire d'histoire du droit, certes, savoir d'où vient la règle de droit à laquelle on s'intéresse à un moment déterminé, évidemment d'économie du droit, évidemment de sociologie du droit, évidemment de psychologie, voire de psychanalyse juridique, et bref, de toutes les matières périphériques juridiques, périphériques au droit plus exactement, mais qui permettent de comprendre ce qu'est le droit, de sens administratif, je prêche pour ma chapelle stricte, bien sûr, etc., de philosophie, de sociologie, de psychologie, c'est-à-dire toutes les matières qui, aujourd'hui, dans les facultés de droit, sont vues comme des dangers en réalité, parce que d'un point de vue très pratico-pratique de boutique interne, c'est des heures qu'on va nous prendre sur les heures de droit. Enfin, voilà. Et évidemment, comme on a été formé au positivisme juridique, répéter de la norme technique, c'est facile. Se convertir soi-même à la sociologie juridique, à la psychologie ou à la psychanalyse, c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de travail. Mais je crois, encore une fois, que d'abord, si on ne bouge pas sur ce terrain, les facultés de droit sont mortes, tout simplement, et ce n'est pas les écoles de commerce qui les remplaceront, pas sur ce terrain-là. Ils essaieront peut-être avec les moyens du bord, mais c'est pas... Voilà. Et même pas les facultés privées, je pense aux facultés
catholiques ou assimilés, disons, qui sont aussi sur ce terrain-là, mais qui essayent de courir derrière la faculté de droit en répétant leurs erreurs d'il y a 20 ans. Pas gentil pour la catholique qui était là l'année dernière. Je leur ai dit très souvent, c'est les erreurs que je viens de dire à l'instant. Et donc je suis absolument certain que le moment, encore une fois, il est favorable pour cette évolution, qu'on y arrivera sans trop de difficultés et sans psychodrame, et qu'il faut que vous y aidiez. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire que vous nous accompagnez non pas pour nous dire il faut de la professionnalisation dès la première année, expliquer comment fonctionne un cabinet d'avocat. Je suis désolé, ce n'est pas l'intérêt de la formation du juriste. Ce n'est pas le lieu de la formation du juriste. Par contre, venir nous dire il faut que vous compreniez pourquoi il y a la règle qu'on vous demande d'appliquer et pourquoi éventuellement il serait bien de ne pas l'appliquer, de nous expliquer pourquoi il ne faut pas l'appliquer, ça je crois que c'est en revanche extrêmement important. Je vous remercie. Merci beaucoup.